Ce sont des douleurs bénignes de l'utérus très fréquentes. Les fibromes souvent ne donnent aucun signe, mais peuvent provoquer des saignements abondants, des douleurs ou encore compliquer une grossesse. À quoi sont-ils dus? Que faut-il faire pour y remédier? Les réponses à ces questions, c'est tout de suite. Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine de la santé Check-up consacré ce soir aux fibromes utérins, douleurs pelviennes, saignements abondants, constipation, besoin fréquent d'uriner. Ce sont là des symptômes courants du fibrome de l'utérus. Cette tumeur bénigne peut être microscopique ou avoir une taille d'un ballon et la taille de l'utérus peut en effet augmenter autant comme si la femme était enceinte de 6, voire 7 mois. À quoi sont dus ces fibromes? Comment on les traite? Pour en parler, un gynécologue obstétricien sur ce plateau. Mais avant de le recevoir, je vous invite à suivre de quoi sera composée cette émission. Au sommaire de Check-up cette semaine, les fibromes utérins. Maladie devenue très courante chez la femme camerounaise particulièrement, quels peuvent en être les impacts? Dr Marius Watson, gynécologue obstétricien, vous en parle. Les fibromes utérins, symptômes et traitements vous seront dévoilés dans cette édition de Check-up afin de briser les tabous. La chronique du dentiste de cette semaine s'intéresse à la santé bucco-dentaire et au bas de votre magazine de la santé, des médecins répondent à quelques-unes de vos préoccupations. Retour sur ce plateau, c'est une affection répandue chez la femme au-delà de 30 ans, très fréquente chez la race noire. Docteur Marius Watson, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Mireille, et tout le plaisir est pour moi. Bonsoir chers téléspectateurs. Alors pourquoi ces fibromes utérins sont très fréquents chez la race noire? Alors le fibrome est très fréquent chez la race noire parce que tout part de la constitution même du muscle. Il faut noter que les femmes noires ont un élément qu'on appelle le collagène qui sont beaucoup plus importants chez la race noire que chez la femme blanche. Et alors à cette occasion, il faut noter que le développement et la survenue des fibromes est consécutif, n'est-ce pas, à la présence de ce collagène-là qui se retrouve de façon plus importante chez les noirs que chez les blancs. On dit très fréquente chez les femmes à partir de 30 ans, mais avant 30 ans, c'est pas possible? Oui, effectivement, avant 30 ans, c'est possible, mais il faut noter que c'est plus fréquent chez les femmes de plus de 30 ans, parce que c'est à cet âge-là que l'organisme se rend compte que l'utérus qui est supposé, n'est-ce pas, être celui-là qui doit porter un enfant, se trouve parfois très en manque, et puis se dit, si jusqu'à présent la femme n'a pas été enceinte, alors pourquoi est-ce que le développement ne se ferait pas autrement? C'est ainsi qu'il y a cette multiplication anarchique des muscles, n'est-ce pas, de ce muscle-là qui se transforme en fibrome. Alors, docteur Marius Watson, dites-nous, est-ce que vous avez des chiffres? Je tiens à préciser à nos téléspectateurs que vous êtes en service à l'hôpital général de Douala, au service de gynécologie. Oui, merci Mireille. Alors, il faut noter qu'à l'hôpital général de Douala, en général, ce sont patientes qu'on peut recevoir au cours de mois. Il faut noter qu'on peut avoir en moyenne 30 à 40 qui viennent consulter pour fibrome utérin. Mais il faut noter que dans tous les cas, ce n'est pas tous les cas de fibrome qui doivent être opérables parce qu'il y a également des cas pour lesquels il faut seulement faire une surveillance. Il y a également des cas pour lesquels il faut faire un traitement médical, c'est-à-dire mettre la patiente sur un traitement symptomatique selon les symptômes pour lesquels elle est arrivée. Et ensuite, il y a des cas pour les plus gros, comme vous avez dit tantôt, où il faut faire une intervention chirurgicale, notamment une myomectomie. On en revient tout à l'heure au cours de ce programme lorsque nous allons parler de la prise en charge. Mais alors, docteur Watson, généralement, les femmes qui viennent vous voir, qu'est-ce qui les amène souvent? Quels sont les symptômes du fibrome utérin?
Alors, les symptômes sont multiples, mais il y a 2 maîtres symptômes. Le premier maître symptôme, c'est les saignements. C'est-à-dire, vous allez voir une femme qui vous dit, voilà, j'ai l'habitude de voir mes règles pendant 2 jours, j'ai l'habitude de voir les règles pendant 3 jours, mais depuis un moment, je me rends compte que les règles viennent 4, 5, 6, voire 10 jours, de façon très importante, avec beaucoup de caillots. C'est ce qu'on appelle en langage médical les ménorrhagies, c'est-à-dire que ce sont des règles très, très abondantes. À l'occasion, il peut y avoir des patients qui viennent vous dire, voilà, docteur, je suis venu parce que j'ai des douleurs depuis un moment, je sens une masse dans le ventre qui pèse. Quand j'ai des rapports sexuels avec mon mari, j'ai mal et tout. Ou alors des malades qui viennent vous dire, voilà, docteur, je me rends compte que depuis un moment, je suis constipé, ou alors je vais fréquemment faire des pipis et tout ça. Donc, c'est entre autres des signes pour lesquels la patiente peut venir consulter. Mais il faut noter à l'occasion qu'une patiente peut aussi venir et vous dire que, bon, voilà, docteur, je cherche à être enceinte depuis quelques années, j'arrive pas. Et au décours de votre examen, vous vous rendez compte que c'est une patiente qui porte des fibromes et de très grande taille. Alors, mais là, elle porte des fibromes, mais elle n'a pas eu des signes d'alerte, elle n'a pas eu des symptômes. Donc, ça veut dire on peut avoir des fibromes sans forcément avoir aussi des signes. Oui, il y a ce qu'on appelle les formes asymptomatiques des fibromes. Selon la classification d'ailleurs, il faut noter que les fibromes se classifient en fonction des différentes couches de l'utérus. Mais c'est une tumeur qui naît dans la couche musculaire, ce qu'on appelle le myomètre. Ça naît de là et puis ça peut se développer soit vers l'intérieur pour être un fibrome sous-muqueux, soit vers l'extérieur pour être un fibrome sous-séreux. Et là, ça intéresse toutes les couches. Donc, il faut noter que les fibromes qui partent, c'est-à-dire comme on utilise dans notre langage courant, qui se trouvent soit dans la muqueuse, ce qu'on appelle sous-muqueux, parce que c'est eux qui font beaucoup saigner, ou alors ce sont des fibromes qui sont très gros et qui causent des douleurs chez la femme. Parfois, dans l'imagerie populaire, on a tendance à confondre fibrome et grossesse extra-utérine parce qu'ils ont en commun ce symptôme-là qui est le saignement. Le saignement. Voilà, le fibrome, lui, il est localisé au niveau de l'utérus. La grossesse extra-utérine, elle est soit dans les trompes, soit dans l'ovaire. Il y a des cas exceptionnels où la grossesse se localise au niveau du col de l'utérus, mais en général, c'est en dehors de l'utérus. Docteur, nous allons marquer un arrêt pour aller suivre cet élément. Douleurs au bas-ventre, saignements vaginaux anormaux, constipation, fausse couche à répétition, les manifestations des fibromes varient d'une femme à une autre. Il s'agit d'une tumeur qui se développe au niveau de la paroi de l'utérus. Certaines femmes entendent parler des kystes ou encore fibromes, myomes, sans pour autant en savoir ce que c'est. D'autres ont fini par se trouver devant le fait accompli lorsque pour elles, le besoin de donner vie s'est présenté. Encore appelés myomes, les fibromes sont très souvent un mal associé à des raisons mystiques au Cameroun et en Afrique de manière générale. Les patientes choisissent de recourir à des traitements traditionnels, leur inquiétude étant principalement au niveau du rapport entre fibromes et fertilité. C'est scientifiquement prouvé, les fibromes peuvent entraîner des troubles de la fertilité chez certaines femmes. 20 à 50% des femmes de plus de 30 ans sont concernées et beaucoup plus chez les femmes non monopausées. D'après les spécialistes de santé, gynécologues précisément, la taille, l'emplacement et le nombre de fibromes dans l'utérus d'une femme ont une influence sur la survenue et l'intensité des symptômes. Il n'y a pas de raison parfaite pour lesquelles ces tumeurs se développent chez les femmes. Anomalies génétiques, anomalies dans le système des vaisseaux sanguins, l'échographie est l'examen clé pour en savoir davantage. L'aspect du fibrome est typique et le diagnostic est facile à faire dans la plupart des cas. Quant au traitement, les patientes optent pour la surveillance régulière et l'abstention thérapeutique. La chirurgie est recommandée dans certains cas. L'hystérectomie ou l'ablation de l'utérus pratiquée en cas de force majeure. Les fibromes, une pathologie courante pouvant être même très gênante
dans la vie de la femme. Retour sur ce plateau après ce reportage. L'on a vu l'appareil génital féminin. Docteur Wachom, comment le fibrome s'implante-t-il dans cet appareil-là? Alors, contrairement à ce que beaucoup de personnes, je veux parler du grand public, peuvent penser, le fibrome naît de l'utérus. C'est-à-dire que je disais tout à l'heure qu'il y a 3 couches. L'utérus comporte 3 couches. Il y a la couche la plus interne, qui est la muqueuse. Il y a la couche intermédiaire, qui est le muscle utérin. Et il y a la couche la plus externe, qui est la séreuse. Alors, tous les fibromes naissent à partir du muscle utérin. C'est-à-dire que c'est une tumeur bénigne développée aux dépens des cellules du muscle utérin. Comment comprendre qu'on ait des fibromes de petite taille et des gros fibromes? Qu'est-ce qui définit la taille d'un fibrome? Alors, comme je disais tantôt là, quand un enfant naît, il grandit. Donc, les fibromes n'apparaissent pas déjà gros, ils sont d'abord tout petits. Et sous l'effet, n'est-ce pas, des facteurs favorisants, voilà, les facteurs de risque favorisant, n'est-ce pas, les fibromes. Alors, ces fibromes-là peuvent se développer de façon anormale pour devenir gros. Alors, quand je parle de facteurs de risque, je parle de quoi exactement? Vous avez peut-être des femmes que vous recevez dans votre bureau qui ont eu des sœurs, des mères ou des cousines qui ont eu à développer des fibromes. Ça, c'est un facteur de risque. Un facteur génétique. Un facteur génétique, voilà. Vous avez des femmes qui n'ont pas du tout conçu. Elles sont à 30 ans, elles n'ont jamais eu d'enfant, elles n'ont jamais porté d'enfant. Ça, c'est les facteurs de risque. Vous avez des femmes qui n'ont fait qu'un seul enfant dans leur vie et puis ça fait 10-15 ans, elles n'arrivent pas à en faire un autre. Elles sont à risque de faire des fibromes. Il y a des femmes qui ont, n'est-ce pas, une obésité ou bien un surpoids. N'est-ce pas? Ça, c'est également les facteurs de risque des fibromes. Il y a des femmes qui consomment de l'alcool. Ça, c'est un facteur de risque. Et il y a un autre facteur de risque non négligeable qui est le facteur hormonal. C'est-à-dire que, et c'est même d'ailleurs l'essence même de cette pathologie, il y a des hormones qui sont responsables, n'est-ce pas, de l'entretien et du développement des fibromes, plus précisément les œstrogènes. C'est pourquoi il ne faudrait pas les prescrire à tort et à travers, ou il ne faudrait pas les prendre sans, on va dire quoi, sans avis médical. Oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que le fibrome naît avec la puberté et puis disparaît avec la ménopause. Et vu que vous parlez de disparaître, de naître et de disparaître, docteur Wachom, est-ce qu'il y a des fibromes qui naissent et disparaissent, qui naissent à la puberté et disparaissent à la ménopause sans aucun traitement, ou alors il faudrait toujours, tous les fibromes nécessitent un traitement? Alors, dans notre langage commun, on dit qu'on ne touche pas à un fibrome tant qu'il ne parle pas. C'est-à-dire quoi? Vous allez venir voir votre médecin qui va vous consulter, peut-être pour l'un des symptômes qu'on a cités, entre autres, saignements, douleurs et tout. Il va se rendre compte que le fibrome que vous avez, non seulement la position n'est pas délétère pour votre vie, votre confort de vie, parce que ça, c'est la première des choses, mais également pour votre possibilité de pouvoir concevoir et accoucher des enfants sans souci. Alors, en ce moment-là, on ne fait rien. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait un traitement symptomatique, c'est-à-dire selon le symptôme pour lequel vous êtes venu, c'est-à-dire s'il y a des douleurs, on vous donne des antidouleurs. Si vous saignez anormalement, on vous donne un traitement pour essayer de réduire le saignement et régulariser votre cycle. Et puis, on vous observe, c'est-à-dire qu'on vous donne des rendez-vous pour essayer de voir l'évolution et la taille des fibromes. Mais si, à l'opposé, on se rend compte que ces fibromes-là sont vraiment délétères, aussi bien pour votre confort de vie que même pour votre fertilité, alors en ce moment, on est bien obligé d'intervenir juste pour essayer de vous soulager. Alors, vu que vous parlez de fertilité, est-ce qu'il y a des cas où la personne qui souffre d'un fibrome ne puisse pas avoir d'enfant, ne puisse pas concevoir à cause de ces fibromes-là? Oui, il faut bien noter que de façon épidémiologique, on ne pourrait pas dire que les fibromes sont la cause de l'infertilité, mais la présence des fibromes peuvent, n'est-ce pas, favoriser, n'est-ce pas, cette infertilité-là. Ça dépend de la position du fibrome. L'infertilité se voit dans le sens où vous pouvez peut-être avoir une patiente qui conçoit, mais la position du fibrome ne lui permet pas de voir son enfant se développer. Plus précisément dans le cas des fibromes sous-muqueux qui se trouvent dans la cavité où l'enfant est supposé se loger pour pouvoir se développer. Alors en ce moment, il faut dire que le fibrome a un élément capital quand même
non négligeable dans la prise en charge de la fertilité. Mais on a vu des femmes concevoir avec des fibromes et les deux, le fœtus et le fibrome, on va dire quoi, se disputaient la place dans le ventre, dans l'utérus. Il faut le dire. Mais finalement, elle réussit à mettre son enfant au monde. Oui, plusieurs cas. On a eu plusieurs cas à l'hôpital, plusieurs cas à notre actif, oui. Que ce soit des patientes qui ont eu des fibromes pendant qu'elles étaient enceintes. La grossesse s'est développée jusqu'à terme et elles ont accouché par voie sans problème. Elles ont pris la deuxième grossesse jusqu'à terme. Il y en a qui ont eu des grossesses, qui ont développé leur grossesse jusqu'à terme. Et puis, finalement, on était obligé de faire une césarienne parce que le fibrome ne permettant pas à l'enfant de sortir par voie basse. Mais dans tous les cas, il faut noter qu'une femme peut bien concevoir, bien porter ses enfants et accoucher avec les fibromes toute sa vie sans qu'on soit obligé d'enlever ces fibromes-là. D'accord. Alors, dans le traitement, vous l'avez dit, nous avons des ablations, des opérations chirurgicales, vous avez des traitements médicamenteux et comme aussi on peut vivre avec son fibrome sans toutefois avoir recours à un traitement, docteur Marius. Mais alors, pourquoi on observe chez certaines femmes chez qui on a fait une ablation du fibrome, mais elles récidivent, des fibromes apparaissent à nouveau? Alors, comme je le disais tantôt, puisque c'est une tumeur qui est développée au dépend du muscle utérin, tant que le muscle utérin est là, tant que vous êtes exposé aux facteurs de risque que j'ai cités entre autres, alors vous pouvez développer les fibromes à tout moment. Mais il faut noter quand même que l'histoire de l'évolution des fibromes est telle que si vous avez eu des fibromes, il ne peut pas apparaître après une semaine ou après 2 semaines. Il faut attendre quand même quelques mois pour pouvoir revoir venir ces fibromes-là. Docteur Marius Wachon, nous acheminons vers la fin de cet entretien. Un mot à l'endroit des téléspectateurs qui nous regardent. Alors, la première chose que j'aimerais dire aux téléspectateurs, c'est que les fibromes, n'est-ce pas, ce sont des tumeurs bénignes, n'est-ce pas, qui sont développées au dépend du muscle utérin, mais qui sont un réel problème de santé publique, particulièrement au Cameroun. Parce que la plupart des patientes peuvent avoir des fibromes en leur sein et on sait qu'elles sont enceintes. C'est comme ça qu'on a parfois des grossesses psychologiques qui arrivent. Vous avez une femme qui vous voit, docteur, voilà mon ventre qui a gonflé, je suis enceinte et tout. Quand vous l'examinez, vous lui dites, madame, vous avez un fibrome. Elle se refuse d'accepter et puis voilà, c'est tout un problème. Donc, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que quand vous avez des signes et des symptômes, il est mieux de venir à l'hôpital. On a cité entre autres les signes de compression comme les constipations, les difficultés à faire pipi, les douleurs, même pendant les rapports sexuels, les saignements anormaux, il est important de venir consulter. Et il est aussi nécessaire pour les femmes de comprendre que tous les fibromes ne sont pas forcément opérables. Donc, on peut vivre avec son fibrome et mourir avec sans que vous ne soyez jamais opéré. Merci, docteur, d'être venu. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, Mireille. Bonsoir à vous qui nous rejoignez à l'instant. Nous entamons la deuxième partie de votre magazine de la santé. Et cette deuxième partie est consacrée à la chronique du dentiste. Le docteur Joël Manfo aborde ce soir la question de la santé bucco-dentaire. Quelles sont les règles à respecter? Quels sont les éléments à prendre en compte pour une bonne hygiène bucco-dentaire? La réponse dans l'élément qui suit. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hygiène bucco-dentaire. Alors, c'est quoi l'hygiène bucco-dentaire? L'hygiène bucco-dentaire, c'est l'ensemble des pratiques et des principes que nous devons adopter pour garder, n'est-ce pas, une bonne santé bucco-dentaire. Il s'agira donc pour nous aujourd'hui de parler de ces différents principes. Le premier principe à observer, bien évidemment, c'est le choix du matériel pour l'hygiène bucco-dentaire. Il s'agit d'avoir une bonne brosse à dents avec des poils suffisamment souples pour ne pas
léser la gencive et l'émail des dents, et avec un manche suffisamment long pour faciliter l'appréhension. Il faut bien évidemment éviter les brosses à dents avec des poils effilochés. Ensuite, il faut une bonne pâte dentifrice fluorée et bien évidemment ne pas oublier d'utiliser le fil dentaire pour compléter le brossage, parce que le fil dentaire va permettre de nettoyer les espaces interdentaires qui ne sont pas accessibles à la brosse à dents. En plus du choix du matériel dentaire, il faut bien évidemment prendre en compte la fréquence de brossage. Un bon brossage doit toujours se faire après les repas. Pourquoi? À cause de ce qu'on appelle la plaque dentaire. La plaque dentaire, c'est une sorte de couche qui va se former après la consommation d'un aliment et qui est constituée de bactéries et de débris alimentaires, qui est en réalité le point de départ des différentes pathologies bucco-dentaires, à savoir la carie dentaire et les gingivites. Alors, chaque fois que vous mangez, la plaque dentaire se forme et potentiellement la carie dentaire ou bien une gingivite peut se former. Un autre élément à absolument respecter, c'est bien évidemment la durée du brossage. Plusieurs études ont prouvé au jour d'aujourd'hui que la durée idéale d'un bon brossage est en moyenne de 2 minutes. En dessous de 2 minutes, vous risquez de ne pas bien vous brosser les dents et donc ne pas bien éliminer la plaque dentaire. Pour pouvoir atteindre donc ces 2 minutes, il y a plusieurs astuces qu'on peut utiliser. Par exemple, vous pouvez avoir un chronomètre à l'aide de votre montre ou bien encore à l'aide de votre téléphone, vous pouvez mettre une musique qui vous plaît. Voilà, et généralement, on sait que les musiques, c'est généralement autour de 2 minutes. Donc, ça peut vous permettre d'atteindre les 2 minutes de brossage. En plus de la durée du brossage, il y a un autre élément très important, c'est la technique de brossage. Quelle est la technique qu'il faudrait utiliser? Donc, premièrement, il faudrait éviter les mouvements horizontaux, c'est-à-dire de la gauche vers la droite, et privilégier beaucoup plus les mouvements verticaux, c'est-à-dire de la gencive vers la dent. Il faut bien évidemment nettoyer toutes les faces des dents et ne laisser aucune face. Et bien évidemment, ne pas oublier de brosser la langue. Sur ce, portez-vous bien. Merci d'être des nôtres. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas, faites-nous savoir via nos adresses qui s'affichent au bas de vos petits écrans. Prenons à présent les préoccupations de ces téléspectateurs. Commençons avec celle d'Annie qui dit « Ma fille entre dans l'adolescence, elle a presque 15 ans et a des cheveux crépus, très difficiles à coiffer. Je souhaite les rendre souples en les défrisant. Est-ce que ceci peut avoir un impact sur sa santé ?» Pour répondre, notre consultant, le docteur Prévost Jantou, médecin spécialiste, professeur agrégé en gastrohépatologie et nutrition pédiatrique au CHU Sainte-Justine de Montréal. Alors, Clarisse pose la question, est-ce que c'est bien de se défriser les cheveux? La réponse est non. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a 2 raisons principales. La première raison, c'est une raison esthétique. Le fait de défriser les cheveux abîme non seulement le cuir chevelu, mais provoque aussi des problèmes d'alopécie. Donc, il y a des risques de perte de cheveux qui se voient après quelques années. La deuxième raison, qui est encore plus grave, c'est le risque élevé de cancer féminin. Il y a plusieurs études qui ont montré que survenu des risques de cancer de sein, de cancer des ovaires et de cancer de l'utérus. Le cancer du sein, c'est un cancer très fréquent. C'est le premier cancer chez les femmes et ça représente un problème de santé publique majeur. Et le fait de défriser a été associé dans une étude qui a été publiée il y a 2 ans à un risque élevé, surtout lorsqu'on commence le défrisage chez les adolescents. On voit que les cancers surviennent très tôt. Habituellement, le cancer du sein survient après la ménopause, mais dans le cadre de cette exposition, on a des cancers qui surviennent très tôt. Il y a aussi le cancer des ovaires qui est un peu plus rare que le cancer du sein. Dans une autre étude récente, des chercheurs américains ont montré que le fait de défriser les cheveux entraîne une augmentation du cancer de l'utérus, qui là aussi un cancer rare, mais dont le risque est beaucoup plus élevé chez les femmes qui se défrisaient les cheveux.
Alors, quels sont les mécanismes associés à cette pratique? Le premier mécanisme, c'est l'utilisation de ces produits chimiques qui vont entraîner une perturbation endocrinienne. Et ces cancers dont on a parlé sont des cancers qui sont souvent associés à une réactivité hormonale. Et donc, le fait de perturber ces hormones féminines augmente le risque de ces cancers. La deuxième chose, c'est l'utilisation de produits qui contiennent ces dérivés cancérigènes, comme le formaldéhyde. Et ce sont des produits qui vont entraîner une mutagénèse plus élevée. Donc, les cellules vont se multiplier et créer de cancers. C'est pour cette raison que nous disons aux femmes d'arrêter de faire le défrisage et aussi, en même temps, de diminuer les autres facteurs de risque associés au cancer. Faire attention à l'alimentation, éviter le tabac, l'alcool, l'activité physique c'est important et le poids, contrôler votre santé. On retient que les crèmes défrisantes peuvent entraîner un cancer chez des personnes qui l'utilisent. Une autre question, celle de Serge, qui écrit « Lorsque j'urine, j'ai des picotements au niveau de l'urètre. Ceci peut être dû à quoi ?» Pour lui répondre, le docteur Vincent Gambi, il est médecin nephrologue en service à l'hôpital La Quintini de Douala. Alors, Mireille, merci de m'avoir transféré cette question. Je suis docteur Ngambi Vincent, moi je suis néphrologue. À la question de notre auditeur qui est de savoir quelle est l'attitude à avoir face à ces brûlures mictionnelles, il faut déjà savoir que la première chose à faire, c'est de consulter un médecin. Consulter un médecin parce que les brûlures mictionnelles font partie de ce qu'on appelle un syndrome irritatif du bas appareil urinaire. Et il y a plein d'autres choses. Il y a les brûlures mictionnelles, il y a ce qu'on appelle une polakiurie, c'est-à-dire l'émission d'urine fréquente en petite quantité. Ces petits signes-là peuvent être accompagnés d'une fièvre ou pas, quand il y a et envoient tous vers, comme je l'ai dit avant, un syndrome irritatif du bas appareil urinaire qui, très souvent, est le témoin d'une infection urinaire qui peut être une infection urinaire basse, ça veut dire une infection urinaire comme une cystite, ou bien une infection urinaire haute comme les pyélonéphrite aiguë, la cystite étant une infection au niveau de la vessie, la pyélonéphrite aiguë, une infection au niveau du rein. Dans tous les cas, face à ce symptôme, il vaut mieux éviter une automédication, consulter un médecin qui fera des prélèvements d'urine pour voir s'il y a la présence de leucocytes, c'est-à-dire des globules blancs ou pas, qui sont témoins d'une inflammation. Et il fera une culture de ces urines pour retrouver le germe mis en cause et ainsi débutera avant les résultats de la culture d'urine, mettra une antibiothérapie à large spectre qui a pour but de couvrir les germes les plus fréquents de la sphère urinaire. Et enfin, après les résultats de cette culture, il ajustera l'antibiothérapie en fonction du germe retrouvé et de l'antibiotique spécifique qui marche dessus. Ensuite, il fera simplement le suivi. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour cette question. Voilà, le docteur Vincent Gambi a parlé des brûlures mictionnelles que vous appelez communément les picotements lorsqu'on urine. Et nous espérons que vous avez été satisfait de la réponse de nos différents spécialistes et intervenants. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez nous le faire savoir via nos différentes pages. Vous avez les adresses qui s'affichent. C'est ici que s'achève cette autre édition de Check-up qui était consacrée au fibrome utérin. Nous avons au cours de ce programme parlé de la santé bucco-dentaire, ce qu'il faut faire pour avoir une bonne haleine. Et vous avez également appris sur ces crèmes défrisantes-là, quels peuvent être l'impact sur la santé. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre thème. Mais en attendant, restez en compagnie des programmes du Canada International qui se poursuivent. N'oubliez pas qu'avec Check-up, la santé n'est plus un tabou. Vous pouvez regarder votre émission en direct sur la page Facebook du Canada International.